Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, des lycéens stressés, voire paniqués, comment les accompagner? On va en parler avec l'invité du Grand Oral, Benjamin Blavier de l'association Article 1. L'anti-sèche, Théma Guessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualités anniversaires et programmes d'histoire. C'est en effet un 9 février qu'était lancé aux États-Unis la chasse aux sorcières. L'heure de la récré, toujours avec Emma, direction l'Albanie pour le sauvetage d'un sympathique plantigrade. Et puis enfin, rendez-vous avec Sandra Ferreira, notre chroniqueuse et diététicienne nutritionniste. Dans son plateau au repas, il y a, figurez-vous, une semaine du goût, puis il y a une journée des gousses. C'est en effet la journée internationale des légumineuses. C'est très sérieux, ça vient des Nations Unies, la quotidienne de School TV. C'est parti, Grand Oral. La saison Parcoursup bat son plein et on y revient régulièrement dans la quotidienne, aujourd'hui sous l'angle de la lutte contre les inégalités. Il y a quelques jours, l'association Article 1 a rendu public un sondage dont je vous donne simplement 3 chiffres. 66% des lycéens interrogés se sentent stressés ou paniqués. 59% estiment n'avoir pas été suffisamment accompagnés dans leur choix d'orientation depuis le début de l'année scolaire. Et 19% se disent carrément perdu. On va en parler avec le président fondateur d'Article 1, qu'on est ravi d'accueillir sur le plateau de la quotidienne, Benjamin Blavier. Bonjour. Bonjour. Article 1, c'est un des plus gros acteurs associatifs de la lutte contre les inégalités, en quelques mots. En tout cas, c'est un de ceux qui, en effet, fait le plus de volume et est le plus présent sur le territoire. Oui, en langage journalistique, ça donne que vous êtes un des plus importants. On va dire ça. Ça, vous êtes à combien de salariés maintenant? Vous avez passé les 150, c'est ça? Ah oui, on a passé les 180 salariés. Voilà. On se dirige vers les 200, probablement, pour la fin de l'année scolaire. Et alors, vous activez dans toute la France des dizaines de milliers de personnes, des mentors, qui vont aider de 1000 façons différentes et à différents niveaux de la scolarité des jeunes, et parfois des un peu moins jeunes. Ils sont combien d'ailleurs, ces mentors? Alors, ces mentors, cette année, nous déclenchons 40 000 binômes de mentorat. Voilà. Donc, voilà, 40 000 bénévoles. Donc, c'est absolument considérable. Et votre action ne porte pas seulement sur Parcoursup et sur les lycéens, même si, dans un premier temps, comme c'est l'actualité, je voulais vous interroger là-dessus. Quand vous avez rendu public les chiffres de ce sondage, ils sont quand même assez spectaculaires. Ils vous ont surpris? C'est assez récurrent, ça fait quand même des années. Le moment de l'orientation, c'est un moment stressant, on l'a tous vécu, et les jeunes le vivent encore. C'est vrai que quand on vient d'un milieu défavorisé, et peut-être plus en ce moment, c'est encore plus angoissant. Pourquoi ? Pourquoi ? Différentes raisons. Première raison, j'allais dire, comprendre l'offre. Comprendre l'offre qui est sur Parcoursup, qui est encore un peu en dehors de Parcoursup. Elle est extrêmement riche, extrêmement variée. C'est compliqué pour un jeune et c'est compliqué pour les parents de s'y retrouver. Et puis peut-être évidemment des interrogations sur l'avenir qui frappent tout le monde. C'est-à-dire en gros, quelles sont les formations qui vont permettre de mener à quel métier qui permettront de s'épanouir. C'est une grosse incertitude. C'est peut-être encore moins lisible qu'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, quand nous-mêmes, nous avons fait nos propres choix d'orientation, enfin peut-être un petit peu plus longtemps. Ou quand vous avez créé, on en reparlera plus tard, une association qui est une des 2 associations qui ont fusionné pour devenir Article 1. C'était quoi, il y a maintenant une vingtaine d'années, si mes souvenirs sont bons? Oui, c'est ça, c'était tournant 2005 que nous avons créé ces 2 associations. Oui. Et vous avez l'impression que c'était, entre guillemets, plus facile pour les enfants issus de milieux défavorisés à l'époque? Alors, ce qui a beaucoup changé, peut-être, c'était plus facile parce que je pense qu'ils avaient moins d'angoisse parce qu'ils avaient sans doute moins d'informations aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est en ligne et il faut s'y retrouver. Et puis, il y a un rôle qui est assez déterminant, qui a beaucoup changé, c'est qu'auparavant, les enseignants avaient peut-être un petit peu plus de temps à accorder aux jeunes de milieux défavorisés. Aujourd'hui, moins, et la Covid est passée par là notamment, et on est encore un peu contraint par ça, mais les enseignants ont moins de temps à accorder aux jeunes issus de milieux défavorisés, ont moins les billes aussi, ont moins les clés pour comprendre ce qui se passe dans l'enseignement supérieur. Parce qu'eux-mêmes sont confrontés à cette complexification, eux-mêmes sont confrontés au fait que maintenant, sur Parcoursup, il y a, je ne sais plus combien, 20 000 formations proposées et qu'on se noie là-dedans. Oui, c'est énorme, et du coup, il y a une espèce de marché de l'angoisse de l'orientation qui est en train d'émerger. Et effectivement, c'est compliqué même pour des enseignants de s'y retrouver. Et c'est dommage parce que pour les jeunes les plus défavorisés, ce qu'on sait, c'est que c'est souvent les enseignants qui ouvraient les portes. Voilà, pas la famille, pas forcément des proches qui eux-mêmes faisaient avec ce qu'ils avaient comme information. Ceux qui ouvraient les horizons et le champ des possibles, c'était souvent les enseignants. Et on a absolument besoin de retrouver ça. Aujourd'hui, les jeunes vont beaucoup sur Internet pour s'orienter. Alors, il y a des acteurs publics, il y a des acteurs d'intérêt général comme Article 1, il y a des acteurs privés, tout le monde a sa place, sauf que pour les jeunes, c'est pas évident de s'y retrouver, savoir qui est désintéressé et qui ne l'est pas. Et effectivement, il y a un vrai sujet de marché de l'orientation, comment rendre ça plus transparent, plus lisible et plus accessible. Donc, un petit côté trop d'infos tue l'info, finalement. Même si évidemment, ça froisse...
C'est pas parce que l'information est en ligne qu'elle est accessible à tout le monde, évidemment, il faut la décrypter. Vous citiez le Covid ou la Covid il y a quelques secondes. En quoi ça a aggravé la situation des enfants, des adolescents, puisqu'on parle d'adolescents pour ce qui est de Parcoursup en difficulté? On fait ce sondage tous les ans et donc on a vu l'historique. C'est-à-dire que juste après la Covid, ce qui nous a été dit il y a eu un changement. Ce qui a été dit par les jeunes, c'est qu'auparavant, l'enseignant restait quand même le premier prescripteur, la première source d'information. Après la Covid, l'enseignant qui ne pouvait plus voir concrètement les élèves en individuel pour les accompagner. Il a pris un peu de recul. Oui, et on a vu les plateformes numériques devenir le premier outil d'information sur l'orientation juste après la Covid. Parcoursup, mais aussi réforme du baccalauréat, augmentation de la pression. Est-ce qu'ils vous en parlent? Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que les mentors vous remontent ce genre d'informations, ceux qui sont au plus près des jeunes? Oui, bien sûr, ça fait aussi partie de la complexité, évidemment. C'est que le changement du baccalauréat a produit des effets qu'aujourd'hui les jeunes et les parents ont encore du mal à appréhender. Quelles sont les spécialités qu'il faut prendre pour aller vers l'enseignement supérieur? Comment vont se faire les modes de sélection? Bon, voilà, tout le monde dit que c'est Parcoursup. Nous, on n'est pas des fans du Parcoursup bashing. Ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, le jeu est un peu perturbé. Je ne dis pas que la réforme est bonne ou mauvaise, c'est un autre sujet. Le jeu est un peu perturbé et du coup, il faut encore plus de décodage mal à s'y retrouver. Oui. Alors, dans les multiples offres d'articles 1, on va parler après, il y en a une qui s'appelle Inspire, si mes souvenirs sont bons, qui est une plateforme, elle aussi, qui permet quand même déjà de se faire un premier parcours, accompagner les jeunes à se réaliser, à s'émanciper, à prendre le pouvoir sur l'avenir. C'est la raison d'être d'article 1. On retrouve Benjamin Blavier juste après l'Anti-Sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Nous sommes le 9 février et c'est un 9 février en 1950 que Joseph McCarthy prononce un discours qui va chambouler l'Amérique et qui donne naissance à ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Mais oui, nous sommes dans une petite ville de Virginie occidentale et ce sénateur, McCarthy, inconnu au bataillon, disons-le à cette époque-là, brandit une liste et dit « Je tiens une liste de 205 personnes dont le secrétaire d'État sait qu'ils sont affiliés au Parti communiste et qui sont néanmoins en poste et façonnent la politique du département d'État. » Le département d'État, c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Donc il accuse clairement des politiques américains d'être du camp adverse, c'est-à-dire du camp communiste. Dans un contexte, je le rappelle, qui est celui évidemment de la guerre froide, de l'affrontement des blocs, l'URSS à l'Est et l'idéologie communiste et à l'Ouest les États-Unis et l'idéologie capitaliste. Absolument. Et aux États-Unis en 1950, on fait face à un anticommunisme grandissant. Un an avant, Mao Zedong arrive au pouvoir, l'URSS réalise un essai nucléaire de bombe atomique. On découvre d'ailleurs des espions communistes dans la communauté nucléaire scientifique britannique et canadienne. Bref, la méfiance règne. Les politiques américains ont peur d'une infiltration d'idées communistes dans la société. Et c'est là que McCarthy tombe à pic. Lui qui était un petit sénateur, buveur, joueur, roublard, le voilà repris dès le lendemain de son discours par la presse nationale. Le McCarthyisme est né. Le McCarthyisme est né parce que les accusations que McCarthy formule sont prises très au sérieux, alors même que dans la plupart des cas, il n'y a pas le début du commencement d'une preuve. Absolument. Et lorsqu'il est réélu sénateur en 1952, il est nommé président du sous-comité permanent d'enquête des opérations du gouvernement. Et à partir de ce moment-là, un climat de peur extrême s'installe aux États-Unis. C'est ce qu'on a appelé donc la chasse aux sorcières. Désormais, un fonctionnaire peut être soumis à une enquête policière et révoqué pour un simple soupçon de sympathie avec l'Union soviétique de Staline. Un cas qu'on étudie en terminale, par exemple, c'est celui des époux Rosenberg, accusés d'avoir livré des secrets atomiques à l'URSS. Ils ont toujours clamé leur innocence, mais ils ont été condamnés à mort à la chaise électrique en 1953. Sans preuve à l'époque, parce qu'ensuite l'histoire a montré que Julius, Monsieur Rosenberg, n'était peut-être pas blanc-bleu dans l'histoire, mais à l'époque, il n'y a rien. À l'époque, il n'y a rien. Ouais. Et on étudie cet exemple pour montrer la violence, l'hystérie, la paranoïa qui règne dans un pays qui, en même temps, défend les valeurs de liberté et de démocratie. Et d'ailleurs, on compare souvent, j'ai lu ça dans plusieurs analyses en préparant cette chronique, on compare cette période du McCarthyisme avec celle de Vichy, une période que les Français, comme les Américains, préféreraient oublier. Chasse aux sorcières dont on entend souvent parler au cinéma, entre autres parce qu'elle a touché tous les pans de la société, les hauts fonctionnaires, vous l'avez dit, mais aussi les stars hollywoodiennes. Par exemple, Charlie Chaplin en est victime, on le soupçonne de sympathiser avec le régime communiste. Et alors qu'il est en vacances à Londres, avec sa famille en 1952, son visa de retour aux États-Unis est annulé. Et il passe la fin de sa vie en Suisse, mais il n'était pas le seul. Marlène Dietrich, Kirk Douglas, Andrew Miller, de nombreuses stars d'Hollywood ont dit leur opposition au McCarthyisme et de nombreux artistes ont été obligés de s'exiler des États-Unis. Et d'ailleurs, le terme chasse aux sorcières a été utilisé pour la première fois par Andrew Miller, qui sera le futur mari de Marilyn Monroe, et qui dans les années 50,
Voilà, absolument. Qui, dans les années 50, a sorti un film, Les sorcières de Salem, en référence au procès de sorcellerie qui avait eu lieu aux États-Unis en 1692, Absolument. film allégorie du macartisme. Donc vous voyez que ça a vraiment touché toute la société. On estime que 4 millions de fonctionnaires ont fait l'objet d'une surveillance, que beaucoup ont démissionné. Et dans tous les milieux, des gens ont perdu leur emploi, la plupart du temps à cause de soupçons, sans jamais qu'il n'y ait de preuves. Et oui, vous avez cité Les sorcières de Salem, il y a eu plein de films. Il y a eu Je crois que plein George de Clooney avait films. fait un film dont j'ai oublié le titre, Moi, évidemment. moi aussi, j'ai oublié le titre. Il y a Angels in America, la pièce de Tony Kushner, qui est régulièrement montée sur cette période. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Article 1, grand oral, Benjamin Blavier. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. C'est l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est l'origine du nom de l'association que co-préside Benjamin Blavier, association qui aide chaque année des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers maintenant d'ailleurs, je ne sais plus, avec 40 000 mentors, non, ça fait des dizaines de milliers, à s'orienter, à entrer dans la vie active. Sans doute des centaines de milliers, Benjamin, si on compte Internet. Donc il y a plein de possibilités. On va sur le site d'article 1 et vous avez développé plein de plateformes. Inspire, c'est l'une d'entre elles pour l'orientation. Inspire, c'est l'une d'entre elles. Alors, c'est pas des centaines de milliers, mais Inspire, c'est 120 000 jeunes inscrits. Donc, Ah bon. c'est déjà la centaine de On a milliers. dépassé la centaine de milliers. Article 1, je disais, c'est le résultat de la fusion de deux associations qui sont nées il y a une vingtaine d'années, Fratelli et Passeport Avenir, que vous aviez créé. Pourquoi vous vous étiez engagé à l'époque ? Alors, moi, je m'étais engagé parce qu'à l'époque, je travaillais dans une entreprise et je cherchais... De téléphonie mobile. De téléphonie Si mes mobile, souvenirs sont exactement. Et je cherchais à recruter des jeunes issus de milieux défavorisés, de quartiers, mais sauf Oui, mais que pourquoi ? Parce que vous racontez l'histoire comme ça, mais Oui, bah, je il y a, raconte... plein de gens qui travaillent dans des entreprises de téléphonie mobile et qui ne se réveillent pas un matin en disant tiens, je vais me Oui, recruter de il y jeunes avait quartiers. plusieurs raisons. Alors, il y a peut-être des raisons d'histoire personnelle, Ouais. mais ça, c'est encore un autre aspect. Mais il y a surtout le fait que moi, j'étais persuadé, et je suis toujours persuadé, que pour qu'une entreprise soit efficace, il faut qu'elle ait des équipes qui soient à l'image de ses clients. Et Donc la diverses. téléphonie mobile, les clients étaient extrêmement diversifiés, beaucoup dans des quartiers populaires. Donc moi, je me disais, si on veut bien comprendre ces publics, il faut des gens qui soient au marketing, au commercial et à la technique, qui viennent aussi de ces quartiers. Et donc voilà, j'avais envie C'est pas que d'avoir parce des que vous équipes aviez bon cœur, diversifiées. c'était aussi pour faire un chiffre d'affaires supérieur. Mais évidemment, il faut toujours les deux. Il faut, Quand même votre histoire personnelle, j'ai lu ou j'ai entendu, je ne sais plus, je crois que c'est dans un entretien, que la plupart de vos grands-parents ne sont pas nés en France. On a de la Russie, de la Belgique, de l'Italie. c'est Qu'ils ça. étaient ouvriers. Ouais. Comment ça s'est passé, vous, dans votre famille ? Parce que finalement, alors peut-être pas vous, parce que vos parents, c'était un peu différent, mais en tout cas, eux étaient dans la situation dans laquelle sont un certain nombre des jeunes que vous aidez aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que ça a marché ? Alors que ça a marché. Ce qui s'est passé, voilà, effectivement, mon histoire, là, il y avait du Brésilien aussi. Du Brésil, mince, j'ai oublié. Oui, mais c'était un Italien qui est parti au Brésil comme ouvrier agricole. Ouais. Ah, j'ai raté C'est cette une histoire comme ça. étape, pardon. Oui, bah, effectivement, il faisait partie de ces gens qui traversaient l'Europe pour rechercher du travail. Donc, ils sont arrivés en France en tant qu'ouvriers agricoles et ouvriers dans l'industrie. Donc, ça, c'est effectivement l'histoire. Ils ont mis tous leurs espoirs en l'école, comme beaucoup C'est ça, hein. de migrants qui arrivent en France, parce que l'école de la République, effectivement, ça marche encore en termes de promesses pour beaucoup. Et donc, effectivement, ils ont eu une petite ascension sociale. Donc, je ne suis pas à transclasse, comme on dit, parce que mes parents avaient déjà eu une petite ascension sociale grâce à l'école. Et c'est une histoire qu'ils m'ont transmise, qu'effectivement, ils m'ont dit, grâce à l'école de la République, en France, on peut franchir des étapes, on peut passer des barrières. Pourtant, vous faites des belles études supérieures, je crois, mais avant, c'était pas votre truc, l'école, si. Non, je n'ai jamais fait partie Ouais, des très bons élèves. J'ai fait des études choisies à l'université, mais une particularité, par exemple, c'est que j'ai été à la fac et je ne savais pas qu'il existait des classes préparatoires. Je l'ai appris quand j'étais en fac, par exemple. Donc, on est quand même dans une situation qui n'est pas si éloignée que celle que vous décrivez actuellement. Oui, exactement. D'un défaut d'information, parce que j'imagine que ça. votre famille n'était pas au courant non plus et que ça ne s'invente pas. Ma famille le savait peut-être, mais de toute façon, dans notre inconscient, ce genre d'études, c'était pas pour moi. Alors Donc, justement, voilà, cette autocensure, puisque c'est ça dont vous parlez, hein, Ouais. qui forme un plafond de verre assez considérable. Comment on lutte contre l'autocensure ? Parce que tout le monde dit, votre association la première, il faut lutter contre l'autocensure. Mais concrètement, on fait quoi ? Alors, concrètement, déjà l'information. Première clé, l'information. Comment savoir que ces prépas existent et qu'elles sont accessibles, pour ne parler que des prépas ? C'est un vrai sujet. On s'aperçoit que beaucoup des jeunes, parmi les plus défavorisés, font des choix par défaut d'orientation. Ils vont aller vers la formation la plus proche de chez eux ou celle vers laquelle vont les copains massivement, celle sur laquelle ils peuvent avoir autour d'eux des
petits exemples de réussite dans leur famille vers lesquels ils vont aller. Donc voilà, c'est par défaut, par manque de savoir la variété de ce qui existe. Donc l'accès à l'information, c'est clé. Et puis ensuite, il y a un deuxième sujet qui est effectivement l'accès à la confiance, la mise en confiance. Et ça passe souvent par l'inspiration. Le fait d'avoir des exemples de réussite, le fait d'être mis en contact avec des jeunes qui vous ressemblent et qui, eux, ont été vers ces filières que vous osez même pas envisager, par là, ouais. Ça aide et ça fait souvent faire le pas pour aller vers des études sur lesquelles on s'auto-censurait. C'est le profil de vos 40 000 mentors ? Alors, c'est le profil de ceux qu'on appelle sur Inspire les éclaireurs. Inspire, c'est une plateforme de recommandation d'études où on vous dit voilà, ce que vous aimez bien comme matière, les notes que vous avez. On va vous permettre de découvrir des études que vous n'envisagiez pas. C'est un truc miroir, hein, si je me souviens bien. C'est-à-dire, on vous dit les gens comme toi, comme vous, voilà où on en trouve. Voilà où on en trouve, voilà, c'est ça. C'est des endroits où ils réussissent. Voilà où en gros. On ne vous dit pas vas-y à tout prix, mais. Non. C'est effectivement, on a remarqué que c'était évidemment une décision extrêmement angoissante pour beaucoup de jeunes. Ouais. Donc on leur dit voilà, quelles sont les matières que tu aimes bien, quelles sont les notes que tu as, comment tu aimes travailler de manière encadrée ou de manière plutôt autonome. Et là, tu vas te plaire dans telle filière. Et ensuite, tu peux contacter des jeunes, idéalement qui te ressemblent, c'est-à-dire qu'on va essayer de travailler le profil sociologique pour qu'ils ressemblent. Si c'est un boursier, on le mettra en face qui eux-mêmes sont passés par là. Qui eux-mêmes sont passés par là, qui avaient les mêmes notes et qui ont envie de dire voilà, je m'éclate, c'est possible. Objectif d'égalité, la génération Z qui fait son entrée sur le marché du travail a subi des bouleversements historiques entre pandémie, crise climatique, économie à la peine. Je vous cite là, dans un entretien que vous avez donné, Benjamin Blavier, aux Éco-Stars récemment, il est de notre devoir de soutenir cette génération aux exigences accrues en termes d'égalité et d'inclusivité. On se retrouve, si vous voulez bien, juste après la récré. Emma. Une sorte de compte au Liechtenstein avec la SPA qui abonde. Je rigole. C'est ça. Rebonjour Emma. Rebonjour Emmanuel. Emma, si vous l'ignoriez, adore les animaux. Et elle ne rate pas une belle histoire à nous raconter. Et vous allez nous parler d'un certain Marc aujourd'hui. Oui. Marc, c'est un ours. Ouais, mais voilà. Et un ours mal léché, et on peut tout à fait le comprendre. Il a été enfermé, écoutez bien, pendant 20 ans dans une cage à côté d'un restaurant. Tout ça se passe en Albanie. Alors pourquoi je précise que l'ours était gardé près d'un restaurant ? Parce que figurez-vous qu'il était utilisé pour distraire les clients du restaurant. Mais on s'en occupait un peu quand même de l'ours. On s'en occupait mal. Il était mal soigné, en mauvaise santé, et on ne lui donnait pas une alimentation adaptée non plus. Et je vous parle de Marc, mais il avait une sœur, Lisa, qui n'a pas survécu. Oh. Voilà, donc toute cette histoire, je l'ai apprise grâce au Petit Quotidien, qui écrit que l'ours Marc n'a pas arrêté de pleurer la mort de sa sœur ours pendant plusieurs mois. Ça m'a fendu le cœur. Donc voilà. Et sa santé s'est détériorée, il était devenu agressif, et il avait mal partout, Marc. Ça vous ressemble pas, cette histoire? Normalement, ça se termine bien, vos histoires. Et bien sûr que ça se termine bien. Vous savez que j'aime les belles histoires, les animaux. Bien sûr que ça se termine bien. Hors de question de laisser l'ours Marc comme ça. Il a été secouru, examiné par un vétérinaire, puis transporté en camion jusqu'en Autriche. Et là, il vit sa meilleure vie. Il y a une forêt des ours, un sanctuaire spécial pour les ours. Il a mis un peu de temps à s'adapter parce qu'il n'avait jamais connu la liberté. Mais tout va bien maintenant, il est en pleine forme et il s'habitue peu à peu à sa nouvelle vie. Oui, c'est ça, parce qu'il vit à côté d'un resto qui était habitué à commander. On mettrait un steak frites. C'est horrible. Ou une tartine de miel ou que sais-je, ça marchait pas pareil. Voilà. Et là, il est dans sa forêt, il est heureux. Vous allez mieux? Ça va. Consolé? Ouais. Bon, on peut lire mon petit quotidien, il y a plein d'histoires. Ouais. Emma, merci beaucoup. Grand oral, Benjamin Blavier. Parcoursup permet-il de résorber les inégalités face à l'orientation? Ce n'est pas sûr. L'auto-élimination des classes populaires va de pair avec une autopromotion des classes dominantes. C'est ce qu'écrivait dans Le Monde Natacha Le Fauconnier tout récemment dans un riche dossier sur Parcoursup. Et on parle de tout cela avec Benjamin Blavier d'Article 1. Benjamin, le pilier de votre action, c'est ce mentorat individuel, rehausser l'ambition des jeunes, construire le projet d'études. Vous nous avez dit que vous essayiez d'apparier un petit peu mentor et mentoré. En termes de résultats, en termes de bilan, parce que maintenant il y a du recul, est-ce qu'on peut donner un ou deux chiffres? Oui, bien sûr, on peut donner quelques chiffres. Par exemple, pour les jeunes que nous avons accompagnés en première année d'études supérieures, on sait assez clairement dire quel est l'écart. Je sais vous dire qu'on fait baisser le risque de décrochage en première année d'études supérieures de l'ordre de 40%. Ce qui est significatif. Ce qui est significatif. On sait dire qu'à Bac plus 5, pour ceux qui ont été jusqu'à Bac plus 5 et que nous accompagnons jusqu'au moment de l'accès à l'emploi, on augmente de 18% leur chance d'accéder à un emploi au bout de 6 mois de recherche. Pareil, par rapport à des jeunes qui sont issus d'une même cohorte et d'une même promotion. Et puis surtout, le troisième chiffre que je trouve intéressant, c'est que 90% des mentors disent qu'ils ont appris des choses au contact des mentorés. Ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Ouais.
Vous dites d'ailleurs à un moment donné, je cite de mémoire, mais qu'à l'heure de ce qu'on appelle le quiet quitting, c'est un phénomène qu'on constate dans les entreprises aujourd'hui, un peu de désengagement pour le dire en français. Oui, tout à fait. Ouais. Un certain nombre de salariés, c'est beaucoup post-Covid, ça marche avec le télétravail, mais aussi avec une sorte de crise de sens face à la transition écologique, qu'est-ce que je fais là. Vous dites, faites faire du mentorat à vos salariés, vous allez voir, ça va leur redonner oui, bien sûr. de l'énergie. Ça résoudra peut-être pas tout, mais effectivement, ça redonne de l'énergie, ça donne du sens, ça donne de l'utilité. C'est pas que pour les salariés d'ailleurs, c'est là où c'est intéressant, c'est que le mentorat maintenant, c'est possible pour quelqu'un de la société civile qui peut être fonctionnaire, qui peut être étudiant, qui peut être indépendant, qui peut être retraité. Tout le monde peut avoir son utilité. Et je crois que c'est un peu la pratique du mentorat qui a largement changé depuis 1 an et demi, et notamment avec notre plateforme, demain.org, c'est que chacun peut être utile. À nous de trouver des jeunes qui vont avoir besoin de vos compétences, on va dire, et de votre temps en face. Et ça peut être sur à peu près n'importe quel sujet de l'ordre de la recherche de stage, de la confiance en soi, de la baisse de morale, de la pratique de l'anglais, de la découverte d'un métier, etc., etc. Pratique qui a changé entre autres parce qu'il y a eu constitution, on en a déjà parlé dans cette émission, d'un collectif mentorat. Il y a eu le plan gouvernemental Un jeune, un mentor. Il y a eu des financements. Est-ce que vous avez l'impression que tout ça est un petit peu irréversible, qu'un seuil a été franchi et qu'on ne peut plus revenir en arrière et notamment que l'activité de vos associations va être fortifiée pour les années à venir? Je dirais c'est à nous de le prouver et on est en train de le prouver. Notre intuition, c'était que le mentorat, ça peut être extrêmement utile. La mesure d'impact et les études que je vous ai citées, ça existe déjà depuis de nombreuses années en Europe, aux États-Unis. Donc ça fait un moment qu'on essaye de dire que le mentorat, ça peut être extrêmement efficace quand c'est accompagné par des associations bien encadrées et quand ça se fait aussi en collaboration avec les équipes pédagogiques. Donc c'est mis en place, tant mieux. Nous, on appelle de nos voeux à ce que ça devienne une politique publique pérenne. Ça va effectivement dépendre de la manière dont on va prouver notre impact quantitatif et qualitatif dans les 2 prochaines années. Et un peu de la volonté quand même du gouvernement et des gouvernements successifs. On espère bien que ce sera des gouvernements, quels qu'ils soient, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à convaincre. Vous avez dit récemment votre fierté que le sujet qui est le vôtre devienne audible, qu'il y a des livres sur les transclasses, qu'on en parle dans le film. Vous avez vous-même employé l'expression, pour vous en distancier, mais pour dire qu'en tout cas, ce n'est pas votre cas, mais bref. Est-ce que... tout ça fait quand même 60 ans que Bourdieu a publié ses ouvrages sur la reproduction. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression que ces inégalités face à l'école, on en parle depuis des années et des années. On en parle depuis des années, mais c'était toujours un sujet qu'on évoque. Tous les 2 mois, il y a un rapport sur l'ampleur des inégalités, sur les discriminations. Ça fait effectivement des années, sauf que ça n'était jamais prioritaire. Mais moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, effectivement, déjà, on sort du déni. On en parle et on se rend compte que c'est massif. Et 2, je crois qu'il y a une espèce d'urgence. Il y a un sentiment d'inégalité. Je ne dis même pas que c'est vrai, d'ailleurs. Il y a un sentiment d'inégalité qui fait que beaucoup de parents et leurs jeunes et leurs enfants grandissent avec le sentiment que les dés sont pipés pour eux. Et je pense qu'il y a urgence à se mobiliser, parce que sinon, déni démocratique, désengagement, repli sur soi, on voit ce qui est en train de se passer. Et je pense que beaucoup s'en rendent compte et se disent on ne peut plus faire comme s'il n'y avait pas de sujet, et d'autant plus que des solutions comme le mentorat, parmi d'autres, existent. Benjamin Blavier, merci beaucoup. Vous restez avec nous? Avec plaisir. On est jeudi, c'est jour de plateau repas. Vous allez voir, on va passer à table. Ça va être succulent. C'est avec Sandra. Emma, merci beaucoup. Merci. On vous laisse retrouver Marc. Je ne sais pas, s'il avait été dans un restaurant à côté de chez Sandra, par exemple, sa vie aurait été bien plus heureuse. Plateau repas, Sandra Ferreira. Plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira, nutritionniste, diététicienne et chroniqueuse dans la quotidienne de School TV. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Il y a une journée internationale des légumineuses, et oui, ça existe, et c'est une journée très sérieuse, c'est une journée des Nations Unies, vous allez nous le dire, et vous allez en profiter pour nous donner tous les bienfaits santé des légumineuses, pour nous, et puis pour nos enfants. Surtout, et oui. Alors cette journée... C'est les Nations Unies, c'est ça? C'est les Nations Unies, effectivement, ça date de 2016, c'est plutôt récent. Il y a 7 ans, en fait, l'ONU et la FAO ont décidé de mettre en valeur, en lumière les légumineuses, tout simplement dans la réalisation du programme de développement durable pour 2030. Et puis, comme cette opération a eu un fort succès, ils ont proclamé le 10 février, journée internationale des légumineuses. Et donc, j'en profite pour en parler aujourd'hui. Et alors, vous savez ce que c'est les légumineuses? Vaguement. Alors, il y a un autre nom. Les légumineuses, on peut les appeler les légumes secs. Peut-être qu'on le connaît plus sous ce nom-là. En fait, c'est une plante dont le fruit
est une gousse. Voilà. Donc, d'où ma blague de début d'émission et sur la semaine du goût et la très journée bonne des blague, gousses. d'ailleurs. Elle est excellente. Elle était excellente. Donc les gousses, il y a quoi? C'est les lentilles. Les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, toute cette famille-là. Les recommandations nutritionnelles sont de 10,4 kilos par personne et par an. Est-ce que vous savez combien nous, les adultes, en France, on consomme de légumineuses par an, par adulte? Donc à l'année, ça donne 1,7 kg. Ah oui, c'est seulement. pas beaucoup ça. On est vraiment très très en dessous de Mais ce est-ce qu'il que vous faudrait. comptez l'amorto dans la lentille ou ça on soustrait Non, du poids? non, ça Ah c'est oui. un accompagnement. Ah ouais, non, mais là, ça fait 1 kilo alors. C'est ça. Pardon. Bon, elles sont riches en plein de choses, les légumineuses. Plein de choses, forcément. Je ne peux que dire du bien des légumineuses. C'est riche en plein de minéraux, en vitamines, en nutriments, en protéines et en fibres, pour parler du transit intestinal. Donc c'est important. Et en plus, c'est faible en c'est faible en matière grasse, pardon. Et puis, c'est un véritable impact sur l'environnement. Parce que les légumineuses, elles demandent moins d'eau par rapport à d'autres cultures. Elles permettent aussi de... Donc, le sol est mieux, quoi. Voilà, le sol est mieux. Ça permet de lutter contre l'érosion, la manière dont c'est cultivé, l'appauvrissement des sols. Donc c'est plutôt pas mal. Et franchement, c'est plutôt très pratique parce que on peut en consommer très longtemps. Ça se garde ça se conserve longtemps. facilement. Ça se conserve très facilement. Mais alors pourquoi on en consomme aussi peu? Ça a l'air idéal, votre affaire. Eh bien, quand on pose la question aux adultes, c'est surtout parce qu'ils trouvent ça trop difficile à préparer. Ah oui, il faut faire tremper. Il faut faire tremper, ils n'ont pas trop d'idées, ils pensent que c'est destiné aux végétariens. Ils ont du mal aussi à les trouver dans les supermarchés. C'est pas forcément ce qui une petite morteau, peut-être une Montbéliard, si vous préférez. Hein, ça marche aussi très bien. Un peu de lardon et tout, c'est succulent avec une soupe de pois cassés ou de lentilles. À la limite, pourquoi pas? Parce qu'il faut se rappeler que les enfants imitent les parents. Donc je préfère encore lentilles morteaux que pas de lentilles du tout. Mais oui. Parce que les enfants n'en consomment pas beaucoup. Absolument. Alors ce que je conseille, n'oubliez pas, c'est de l'introduire chez les enfants à partir de 10 mois. À partir de 10 mois, on peut... Ah ouais, donc vous oubliez mon histoire de morteau là, à cet âge-là. Alors pas la morteau à 10 mois, effectivement, les lentilles ou les haricots secs ou autres. Alors selon la tolérance digestive, bien sûr, et 2 fois par semaine. Tout de même, 2 fois par semaine. Bon, alors quand même, entre 1,7 kg et 10 kg, il va falloir faire un petit effort d'attractivité. Quels sont vos conseils pour rendre les légumes ineuses attractives et non pas les légumes? Oui, et les soupes, contrairement parfois à ce qu'on pourrait penser, c'est plutôt très populaire auprès des enfants. Donc, auprès de vos enfants, c'est vous qui faites la soupe, elle est bonne. Auprès de mes enfants, elle est bonne, merci. Voilà. Vous ne l'avez pas encore goûté, je ne sais pas si mes enfants diraient ça, mais... Ah si, ils m'ont écrit. Auprès de mes enfants et auprès des enfants que je suis au cabinet, ou peut-être ils disent qu'ils aiment bien la soupe. Ils disent qu'ils aiment bien la soupe. Et donc sondage Sandra. Sondage Sandra. Ok, les meilleurs. Ça a de valeur que ça. Et donc on met des lentilles ou n'importe quelle autre légumineuse qu'on aurait pré-cuit et on met ça dans la soupe, ça marche assez bien. En tant qu'accompagnement, vous pensez au houmous, vous connaissez? Ah oui, le mousse, succulent, houmous, pois chiches, citron, mixé, huile d'olive, un peu d'ail. Super, sur une petite tartine, ça peut être très bien. Les enfants vont forcément apprécier. Il y a différentes petites sauces qu'on peut faire aussi avec des herbes et des haricots. Les haricots rouges ou noirs qui sont très populaires en Amérique latine aussi. On peut accompagner des enchiladas, des faritas et autres tartines. Et puis avec des pâtes. En Italie, par exemple, est-ce que vous connaissez pasta e fagioli? Ah, je savais que j'allais vous faire briller les yeux sur ça. Un peu d'huile d'olive, de l'ail. Des pâtes fagioli, ce sont les haricots. Excellent. Et donc là, c'est excellent. C'est succulent. Surtout, vous dites à vos enfants de composer vos salades composées avec ce qu'ils veulent. Haricots secs, des petits pois chiches qu'on rajoute, c'est assez sympa. Et puis, on va certainement le voir là en vidéo, ruser sur la forme aussi. Il existe des mini hamburgers mojettes, par exemple. Ah, la mojette. La mojette, Ça vient de Charente, ça. Et oui, très bien. Je vois un grand connaisseur de la mojette. Haricots en d'autres termes, c'est une autre manière. C'est très bon avec le gigot. Oui, vous avez un truc avec la saucisse, le gigot. Je mets parfois un petit peu de viande dans l'histoire. Mais les mojettes toutes seules, c'est succulent. Les mojettes, c'est succulent. Avec un bon assaisonnement. Et puis voilà, c'est français. Ça se mange même en salade d'ailleurs. Ça se mange même en salade. De toute façon, de manière générale, les légumineuses, ça peut être aussi froid que chaud. Pensez aux plats colorés avec des lentilles qui seraient par exemple corail. Elles sont un peu plus orangées, avec quelques petits dés de jambon par exemple. Vous jouez sur la présentation, vous faites des petits bonhommes pour les enfants, ça marche à tous les coups. Et puis il existe aussi des desserts à base de haricots blancs. J'aurais peut-être le plaisir de vous faire une chronique là-dessus un de ces jours et de ramener un gâteau aux haricots blancs. Ça avec plaisir. On prend date. Ok, on prend date. Génial. Sandra, merci beaucoup. Je pense que là, on n'a plus aucune excuse si on est à 1,7
de moyenne. Je pense que les téléspectateurs de votre chronique vont passer à 20 kilos à eux seuls, ce qui fera une moyenne sympathique. Benjamin, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Article 1, on a cité Inspire, on s'est arrêté un peu, mais il y a plein de choses sur le site pour plein de publics différents. Donc on va voir le site et il est extrêmement bien fait et on retrouve toutes ces informations. Et merci aussi à toute l'équipe, à Sophie Coulon pour le maquillage, à Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui en régie est aujourd'hui assistée par Dina Colère. Pour le son, c'était Héloïse Merlin, la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.